Alors, Shai, Ça tourne déjà? ça tourne. Ok, ok. Voilà, je te remercie beaucoup. Voilà, j'avais envie d'échanger avec toi et puis peut-être de faire partager après cet échange avec qui veut partager. Avec grand plaisir. Tu reviens de Grèce, Oui, de Mykonos. Mykonos. C'est beau, c'est joli là-bas. C'est très classe. Les gens sont très apprêtés. Ouais. C'est un peu superficiel, mais je vois du naturel quand même, parce qu'il y a beaucoup de verdure aussi. Ouais. Mais c'est très blanc, très bleu. Ouais. C'est beaucoup les restaurants, les plages. C'est assez Ah, simple. c'est assez touristique. Oui, et c'est assez cher aussi. C'est des endroits qui devaient être, avant que ce soit touristique, ça devait être des endroits de rêve, quoi, des endroits magnifiques. Ouais. Oui, voilà. Après, ça va. Aujourd'hui, encore hors période, on peut trouver des moments où il y a beaucoup de locaux et là, on est vraiment dans la culture, quoi. Tu voyages beaucoup, je crois. Ouais, j'aime beaucoup explorer le globe. Alors moi, je voulais parler de ça avec toi. Qu'est-ce que tu sens que ça t'apporte de voyager? Bah, je sens vraiment que mon argent, là, l'argent que j'arrive à gagner, je veux l'investir sur les memories, tu vois, vraiment sur les souvenirs et créer des souvenirs. Et les voyages, c'est ce que ça m'apporte. Okay. Je me sens bien comme ça. Je me sentirais mal à acheter des sacs de luxe, à acheter des vêtements de luxe. Mais par contre, les billets d'avion, aucun souci. Ah ouais. Dès que c'est pour voyager, là, tu regardes pas. Parce que pour moi, c'est expérience de vie. Je découvre des gens. J'adore apprendre les langues. J'adore. Je travaille sur mon côté social aussi parce que je suis très timide à la base et voyager, ça me permet vraiment de. Je vais voyager ça, par contre. Ah oui, oui. Et après, quand tu voyages seul, tu fais des rencontres sur place, tu parles aux gens. En fait, ça me pousse à aller vers les autres parce que aujourd'hui, si je voyage seul et que je ne fais rien, si je n'agis pas, il ne se passera rien. Ah, c'est ça. Et je suis obligé d'aller vers les autres. Voilà. Combien de langues tu parles? Quelle langue tu parles? Bah, en soi, je parle plusieurs langues mal, mais celle que je maîtrise, c'est le français, l'anglais, et là, j'apprends l'espagnol et l'hébreu. Ok, sympa, c'est bien. Si je te disais, tu peux partir 6 mois à un endroit, tu partirais où? En Thaïlande. Ah, direct, en Thaïlande. Qu'est-ce qui te plaît là-bas? Le peuple est incroyablement gentil. Ah ouais. La vie est pas chère et simple. Vraiment, là-bas, j'arrivais à avoir une routine qui était, moi qui aime beaucoup les sports de combat. Ah ouais. Là-bas, je me levais, je suis parti un mois, il y a 3 mois à peu près. Ouais. Le matin, je me levais, j'allais à la boxe. Ouais. Après, je mangeais mon assiette de thaï. Tu sais, moi, je mange pas cachère. De thaï, du riz, du poulet. Je sais pas, j'aimais la routine. J'avais mon scooter. La vie est simple et pas chère. Et le peuple est gentil, en fait. On vit près de la nature, on est... Oui, près de la nature. Et puis, les gens sont simples, ils se contentent de peu. Tu sais, on gagne beaucoup plus d'argent ici qu'en Thaïlande. En Thaïlande, ils ont beaucoup moins que nous et ils sont tout autant heureux. J'ai un ami qui voyage beaucoup aussi, il m'a dit, il a remarqué que les pays les plus pauvres sont les gens les plus généreux, les plus sympathiques et les plus heureux quelque part. Bah en fait, je pense qu'ils ont des standards plus faibles. Du coup, ils se contentent de peu. Et quand je me dis quelqu'un qui est né dans le luxe, son standard de base pour être même pas heureux, pour être normal, il sera beaucoup plus élevé que quelqu'un qui est né avec rien. C'est pas, malheureusement, c'est naturel, c'est pas un reproche. Tu crois par exemple à la vie après la mort? Tu penses que tu as eu d'autres vies avant ou pas? Alors, je tends à penser que j'ai eu plusieurs vies avant. Parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez mature et qui comprend assez vite les choses. Donc, j'écarte pas l'idée. Après, c'est vrai qu'en termes de croyance, je me base sur rien pour dire que je pourrais avoir une vie après la mort, mais ça me paraît compliqué d'être rien. C'est ça. Voilà. Perso, comme je n'étais pas religieux, pour moi, ça c'est un truc qui était évident. On ne peut être rien? Non, qu'on a vécu avant et qu'on vit après. C'est pas possible que... C'est pas possible que l'âme comme ça, elle vienne de nulle part et elle aille nulle part. Pour moi, c'est pas possible. J'en vois même dans la matière, tout se transforme, comme on dit, rien ne se crée, tout se transforme. Medvedev, c'est le physicien Medvedev qui a dit cette phrase. Oui, je l'avais vu au lycée. Voilà. Bah, pour moi, c'était évident, voilà. C'était évident. Et après, bon, il a fallu le temps de faire de la connexion après avec la Torah, mais... Ok. Mais quel rapport tu arrives à trouver un rapport entre l'enseignement que tu as avec la Torah et l'avant? En fait, si tu veux, rapidement déjà, je suis ce que je suis maintenant dans la Torah parce qu'il y a eu tout ce process avant, il y a eu toute cette évolution, il y a eu l'expérience, quoi. L'expérience comme ça de voir
c'est qui c'est qui est heureux, qui est pas heureux, parce que on veut tous, religieux par religieux, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. C'est le point commun. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est le point commun. Après, avec mon regard maintenant, avec la Torah que j'ai, et le regard que j'avais avant, le point commun aussi, c'est qu'il y a des gens qui se font rouler, et ils se font rouler par des miroirs aux alouettes, par des illusions, par des choses qui mènent nulle part. Et puis, petit à petit, avec le temps, tu commences à trier, à te dire, attends, mais ça va dans le mur, ça va nulle part. Et tu essaies de trouver des valeurs vraies, quoi, des valeurs éternelles, entre guillemets, véritables, émettes, voilà. Et puis, voilà. Et c'est vrai que je retrouve beaucoup dans la Torah des choses que j'avais découvert par la vie. D'accord. Ok. C'est pas qu'on renie son passé. C'est-à-dire, c'est notre passé qui nous amène. Ça a été le process pour être. Quand on n'a pas grandi dedans, si on n'a pas grandi, ça n'a pas été transmis par les parents. Bah, moi, il y a une petite transmission. J'ai fait Talmud Torah, j'ai fait des petits trucs, mais pas la Torah telle que je l'ai maintenant. Donc, en fait, après Akadosh Baruch Hu, il tend les perches, d'accord. Il tend les perches, les rencontres, des livres, des réflexions, des expériences de la vie, il tend les perches. C'est peut-être paradoxal, mais je crois au fait que on nous donne rien, mais on nous donne les opportunités d'avoir. C'est ça, exactement. Après, c'est à toi de choisir. C'est ça. C'est à toi de saisir. C'est à toi de saisir. Après, on saisit ou pas. Il y a une Mara qui résume ça de façon très symbolique. Elle dit que chaque jour, il y a une voix qui essaie de nous ramener à notre identité. Chaque jour. On entend, ça s'appelle une bat call, une voix intérieure. Et je pense que c'est ça. On va voir un film, on va lire un livre, on va rencontrer quelqu'un, on va avoir une pensée. Et après, on la finalise ou pas, on la cumule ou pas, pour arriver après un moment à je dirais, être passé à l'action, si je puis dire, à faire des choses concrètes ou pas. D'accord. Avec des hauts et des bas, évidemment. It makes sense. Toi, tu as grandi avec des connaissances de Torah, avec une transmission. Je pense que j'étais un peu plus destiné à être dans la Torah que ce que je le suis aujourd'hui. Ouais. J'ai grandi avec un père religieux. Ouais. Mais il est parti quand j'avais 6 ans. Il est parti quand tu avais 6 ans. Il est décédé d'une maladie compliquée. Et avec le temps, je me suis beaucoup détaché de la religion. Ouais. Pourquoi? Parce que je n'y trouvais pas de raison à le faire. Jusqu'à mes 6 ans, je me souviens de vagues souvenirs que je tendais à le faire. Alors, soit par amour pour un père, ou soit, mais peut-être pas par amour pour la religion. Par éducation, en fait. Oui, c'est normal. Par éducation. Et avec le temps, je me suis dit, pourquoi je fais ça? Je sais pas. Pourquoi je mange cachère? Je sais pas. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens pour moi. C'était juste des actes. Voilà. Et je me suis pas fermé un jour retourné dedans. Je le sais toujours pas. Mais je me dis, le jour où ça résonnera, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, j'irai où ça me mènera. Mais voilà. Je veux dire, même là, pourquoi je viens ici, c'est même pas parce que je veux forcer le fait que ça résonne. C'est ça. C'est surtout, je me dis, ça me fait du bien de connecter un peu avec la communauté, de rencontrer des nouvelles têtes. Moi, j'arrive à allier ce que tu dis dans tes cours de Torah avec la sociologie que j'ai pu apprendre avant. J'aime bien faire ma version des choses, mais j'aime bien écouter aussi d'autres. Et même écouter de l'expérience. Je pense que tu en as beaucoup plus que moi. C'est l'âge. Voilà. Mais c'est vrai que si tu as comme ça ce goût pour les voyages, pour rencontrer des gens, des cultures, c'est sûr que il y a une culture transmise, par l'héritage, par la naissance, donc on va pas la zapper, quoi. Complètement. Tu vas régulièrement en Israël? J'y vais tous les ans. Tous les ans. 1 à 2 fois par an. Est-ce que sur place, des fois, tu as essayé aussi de varier un peu ou c'est plutôt toujours la même chose? Les premiers voyages, c'était quand même plus varié dans le sens où j'allais à Jérusalem, j'allais à la mer Morte, j'allais dans des synagogues. J'ai fait Taglit, où là j'ai vraiment... J'ai fait Taglit, j'avais 19 ans. Et là, j'ai vraiment découvert Israël. J'ai compris qu'Israël, c'était pas juste Tel Aviv. C'est ça. Qui est très... international, on va dire. Très pervertisé aujourd'hui.
Tu sens comme ça? Oui. Ah ouais. Aujourd'hui, pour moi, Tel Aviv ne représente pas Israël. Ah ouais, aujourd'hui, on peut aller à Tel Aviv comme on va à Mykonos ou à Ibiza. C'est ça. Ouais, vraiment. Parce qu'il y a des pratiquants, mais je veux dire, les boîtes de nuit, tout est ouvert le vendredi soir. On peut aller en boîte de nuit. Il y a une énorme gay pride là-bas même. Enfin, je veux dire, c'est très à l'actu du jour. Oui, c'est un des endroits les plus modernes, entre guillemets. C'est très moderne. C'est très ouvert au monde. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je vais à Tel Aviv, c'est plus en mode plage, Tel Aviv, quoi. Enfin, je veux dire, je vais plus trop à Jérusalem. Tu vas en Israël. Après, ça me fait du bien quand même de connecter. Je me verrai pas vivre là-bas du tout. Parce que je suis très bien en France, je suis très attaché à la France. Mais j'ai besoin de ma petite dose d'Israël tous les ans. Ok. Bon, super. Écoute, Shai, moi j'ai encore plein de questions, mais je vais pas abuser parce que voilà, tu viens aussi un peu pour te détendre. Je suis open. C'était très sympa. Avec plaisir. Voilà, en tout cas, moi ce que je sens chez toi, comme ça, tu as cette curiosité, cette recherche, et voilà, et forcément, elle va te mener là, dans le chemin qui te correspond, voilà. Et si ça me tenait aussi de faire cette interview, quand j'ai reçu le message tout à l'heure, c'est genre parce que j'admire l'ouverture d'esprit que tu as, que j'ai pas forcément retrouvé chez les grands sages ou chez des rabbins ou des raves. Le fait d'entendre assez facilement le fait que je pratique pas, que je mange pas cachère, que je fasse pas tout ça, mais pour autant, ça n'empêche pas de... C'est vrai, mais bon, moi, la plupart de mes copains qui sont raves, ils ont la même ouverture. Après, c'est vrai, moi, je pense que la majorité des rabbinim, ils sont... Je stigmatise pas. Ouais, je pense la majorité. Après, des fois, on tombe bien, des fois, on tombe mal. Oui. Non, mais en plus, je sais pas pourquoi je précise rabbin ou rave. C'est même des gens de la communauté. Je dirais même que c'est plus souvent ça. Oui, c'est vrai, exactement. Et c'est pas la peur inconnue, c'est juste peut-être la non-compréhension du fait que ça... C'est ça, Voilà. C'est un peu ce que j'ai développé tout à l'heure dans le cours. C'est que souvent, quand quelqu'un il est critique, alors que ce soit critique par la pensée, par la parole, mais souvent c'est parce qu'il y a une remise en question et c'est souvent lié à son ego. Donc, ce qui fait qu'une personne qui des fois est religieuse, elle comprend pas quelqu'un qui est pas religieux parce que ça la remet en question, ça touche son ego, quoi. Mais si quelqu'un il est au-dessus de ça, ça le dérange pas. C'est ça. Et puis, je le tourne en version, moi qui suis sportif, tu vois. Moi, je peux pas comprendre que des gens se délaissent autant. Oui, c'est vrai, c'est la même chose. Parce que, outre le côté esthétique, je veux dire, tu perds en mobilité, c'est tellement de bienfaits que je comprends pas qu'on se donne pas dedans, quoi. Mais là, par contre, quand tu le dis, je sens, et moi aussi j'ai un peu la même réaction, je sens que c'est pas à cause de ton ego, c'est une bonne intention pour les gens. C'est que tu voudrais le bien de ces personnes-là. Parce que ça peut presque devenir un handicap parfois quand on se délaisse complètement. Mais de toute façon, sur des dizaines d'années, il y a forcément, c'est malheureux, mais il y a des conséquences, c'est comme ça. D'ailleurs, des rabbinim, le Rav Yosef, il dit que c'est une halakha, ça s'appelle Shmirat HaNefesh. On a une mitzvah, notre corps ne nous appartient pas, il nous est prêté. C'est comme ça d'après la Torah. C'est pour ça que normalement on ne doit pas se tatouer, voilà, ça entre nous. Pourquoi ? Parce qu'il est pas à moi. C'est-à-dire que je peux pas écrire sur la voiture du voisin, tu sais. Elle est jolie sa voiture, mais je trouve qu'elle serait plus jolie avec un tag orange. Mais oui, mais elle n'est pas à moi, la voiture. Je peux faire ça sur ma voiture. Et en fait, le corps, il n'est pas à nous. Du coup, c'est pareil. Je dois entretenir mon corps au niveau santé, Shmirat HaNefesh, parce qu'il n'est pas à moi. Il m'est prêté. C'est un outil. Donc, par respect pour... Voilà, exactement. Donc, le Rav Yosef, par exemple, il dit c'est une demi-heure minimum par jour. Et c'est que la plupart des médecins disent la même chose. Ils disent une demi-heure par jour ou 2-3 heures par semaine. C'est un petit peu Après, tu peux faire plus, mais ça, c'est le minimum. Et après, pareil, le Rambam, évidemment très connu, la plupart des maladies proviennent d'une mauvaise alimentation. Et ça, de nos jours, ça n'a pas changé. Après, de temps en temps, on peut faire des écarts, mais il faut
C'est vrai que quand on grandit avec des recettes séfarades, des parents, c'est compliqué. Pas évident. Comme je t'ai dit, à un moment, je fréquentais des gens très très pointus en triathlon. Donc triathlon, c'est très prenant. C'est considéré comme une religion. Et en fait, on est parti ensemble à la montagne avec un groupe de triathlètes. Et donc eux, ils n'étaient pas juifs, et moi j'étais religieux. Et en fait, on se trouvait beaucoup de points communs. Ils me disaient en fait, toi aussi, quoi. Tout ce que tu fais, c'est par rapport à la Torah, par rapport à Shem. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est par rapport au sport. Et c'est beaucoup plus facile pour eux d'ailleurs de comprendre. On peut se comprendre plus facilement parce qu'ils ont cette discipline au niveau au moins physique. Et après, on essaie de nous l'avoir au niveau spirituel. Je comprends. Merci beaucoup, Shai. Avec grand plaisir. Tu es venu direct de l'aéroport, bravo. Direct, j'ai pris le vélo et je dois s'amender. Bon, je te laisse un peu te détendre. Merci beaucoup.